Est-ce qu'on vous a manqué? Ça fait plus de 2 semaines qu'on n'est pas là en fait. Bah ouais, Ouais. J'avoue, on a été très occupés. on a déserté. Mais on va en discuter ce soir. On a bien bossé, normalement. Il s'est passé 2-3 trucs. On va vous raconter tout ça. Et puis, quelle actualité, les amis. Entre l'invasion alien et les régulateurs qui sont là pour taper sur la crypto, ça fait des choses à raconter ce soir. Ouais, c'est vrai, actualité chargée. Alors, on va attendre comme d'habitude 1 ou 2 minutes que ça rejoigne, puis on ira tranquille. Alex qui nous dit premier live qu'il a le droit de suivre depuis 2 ans. Bah, bienvenue dans la communauté. Et c'est heureux que tu aies réussi à libérer ton lundi soir. Bon, alors déjà, avant d'entamer, comment vous l'avez senti là, cette dernière quinzaine après le mois de janvier où finalement on a poussé un bon 40%, je crois, sur Bitcoin. Enfin, c'était quand même assez vénère, puisque c'était le 2e plus gros top départ en janvier pour le Bitcoin en tant que tel, mais aussi pour pas mal d'alt, dont Ether, si on peut encore qualifier Ethereum d'altcoin. Mais voilà, quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que malgré tout, comme on l'avait vu et esquissé il y a 15 jours de ça, cette bougie de force qui nous fait penser, on est quand même passé très rapidement sur BTC de 16 000 à 24 000, donc ça faisait un delta qui était loin d'être négligeable. Est-ce que vous pensez aussi que peut-être le marché américain se fourvoie un peu? Enfin voilà, quel est votre ressenti à court terme? Est-ce qu'on reste sur cette ligne directrice de se dire que le plus dur est derrière nous? Ou est-ce que malgré tout, on ne sait pas trop si justement il n'y a pas eu un peu trop d'enthousiasme prématuré, si je puis dire? Quel est votre avis? Moi, j'ai... pardon, vas-y Manu. Non, vas-y, commence si tu veux. Tu sais, je vais dire un truc et je pense que tu vas rebondir. Tu sais, pour les artistes, on dit souvent, tu sais, les journalistes un peu nuls de la musique, ils disent oui, le 3e album, c'est celui de la maturité. et on est un petit peu dans le 3e grand cycle là qui va éventuellement commencer pour les cryptos avec ce cycle de 2016-2017, le cycle des ICO, le premier cycle d'Ethereum, le cycle qu'on a vécu ensemble sur cette chaîne depuis le lancement de la chaîne de 2020-2021 qui a été vraiment des use cases, c'est-à-dire qu'on est passé de vendre des tokens et des white papers d'ICO à des vraies applications, même s'il y avait beaucoup de Ponzi un petit peu chelou. Et j'ai l'impression qu'on rentre quand même dans un nouveau cycle. Je continue sur ma ligne directrice de le pire est derrière nous, mais que ce nouveau cycle, c'est celui de la maturité, dans le sens où la régulation, ça y est, elle arrive, et pour de vrai. On a pas mal de signes qui nous viennent des côtés des US. On a vraiment l'impression que le message des régulateurs est assez clair, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas complètement décentralisé, on va venir pour vous, parce que si vous n'êtes pas complètement décentralisé, il faut suivre les règles qui existent aujourd'hui et peut-être éventuellement les réglementations qui existera à l'avenir, mais vivre entre les deux, c'est-à-dire à moitié décentralisé, mais centralisé quand même. La CDFI, aujourd'hui, ça a beaucoup de mal, et ça va faire partie des sujets de ce soir. Et moi, je pense que c'est plutôt un net positif qu'on en arrive là, parce que ça fait des années qu'on nous dit les institutions arrivent. Ça y est, elles sont à la porte. Mais pour passer le palier de la porte, il faudra des règles claires. Et j'ai l'impression qu'on est en train de dessiner en ce moment, dans la douleur, bien sûr, mais des règles claires pour l'écosystème. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de dire effectivement que c'est un beau début d'année, que c'était un peu on pouvait le sentir venir parce qu'on avait un peu marre. On a vu quand même pas mal d'ennuis, de l'ennui entre guillemets. On s'ennuie en fin d'année et je pense qu'effectivement un bon petit rebond comme ça prenait aussi à contre-pied beaucoup de gens qui étaient encore très bearish, qui attendaient les 12 000, etc. Donc, on pouvait imaginer que le marché, qui est, on le rappelle, toujours très petit, toujours assez manipulable, et donc, au bout du compte, voilà, qui peut clairement aller dans le sens contraire de ce qu'on peut attendre. Et là,
le FUD qu'il y a en ce moment, bon, bah, comme tu dis, c'est sûrement la maturité et peut-être, on va dire, un coup de sifflet pour arrêter les bêtises qui ont été faites. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même un petit peu préoccupant, mais en soi, c'est assez inévitable. Espérons que ça se passe bien. Et après, en termes juste chartistes, je pense que toi, c'est ce que tu vas nous montrer, mais après une hausse, comme tu dis, de 40%, ça paraît assez normal d'avoir une respiration, de retourner, comme on dit, s'appuyer là où ça va bien, pour mieux repartir, parce que d'expérience, on sait qu'on n'aime pas quand ça va de façon hyperbolique, très très haut. On a le temps et il y a encore pas mal de choses à construire pour repartir dans un beau bull run qui sera, comme tu diras, peut-être le bull run de la maturité cette fois-ci, avec des applications, avec du real yield, avec des vrais outils et des choses qui au final servent réellement, quoi, des vrais outils. Moi, je dis attention cependant au real yield, parce qu'avec un régulateur qui tape un petit peu du poing sur la table, et même plus que ça dans l'actualité récente, le real yield, ça ressemble, si c'est pas bien fait, ça ressemble beaucoup à des securities. Donc, à part si la team est anon cachée en Biélorussie, il y a beaucoup de projets qui vont un peu se calmer là-dessus. En tout cas, c'est une attente à avoir. Et on a déjà quelques projets, ce sera l'heure du jour de ce soir, qui commencent à rétro-pédaler dans ce genre de truc, qui comptaient faire un peu de la CDFI, du real yield, de la connexion avec les institutions, de la TradFi et la DeFi. Attention dans ce côté-là, je pense que c'était une narrative très porteuse parce que forcément elle est attractive, mais en même temps, si on distribue des entre guillemets dividendes à des token holders, a priori, les gars, c'est une securities. Donc, il faudra faire bien attention à ça et voir comment la narrative évolue au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, en gros, à court terme, faire attention aussi un peu au choix et aux domaines dans lesquels on a investi parce qu'on ne sait pas trop de quel côté va tourner le vent, mis à part le fait que la DeFi restera la DeFi. Mais bon, à voir comment effectivement le régulateur, et notamment américain, qui a l'air un peu plus coriace qu'à l'accoutumée, va interagir avec les différents acteurs du domaine. D'un point de vue technique, finalement, on est exactement dans l'imbroglio de moyenne mobile tel qu'on l'avait ici sur début 2019, entre fin 2018 et début 2019. Alors, on va dire que je reviens finalement un peu à ce dont on avait parlé précédemment, avec une pause d'un mois ici, juste sous la moyenne mobile 50, qui est en orange ici. Donc, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Sauf que à cette époque-là, peut-être le macro était un peu moins dégradé qu'actuellement. Et en gros, ce que je voulais vous montrer, et c'est pour ça que j'ai ajouté la moyenne mobile 100 ce soir en rouge ici, c'est que pour lancer un bull run, et c'est très simple, je pense que là, c'est digne d'un enfant en primaire ou en maternelle, on veut tout simplement avoir ça, c'est-à-dire les 4 moyennes mobiles qui sont parfaitement alignées, le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 en vert, c'est-à-dire c'est la plus court terme et c'est celle qui nous dit que le cours est plutôt engagé à la hausse quand on a une trend comme ça qui est en train de se mettre en place. Et vous pouvez constater à cette occasion, très simplement, j'essaie de donner des billes aussi sans avoir à faire de l'analyse technique poussée ou quoi que ce soit, sur le fait qu'on est pile poil de nouveau dans cet imbroglio de moyenne mobile, comme on l'avait fait ici à l'époque et comme on l'a fait un peu autour du Covid. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses sont en train, que ça soit au niveau du court terme ou du long terme, de se poser, mais on n'est toujours pas sur un retournement long terme de marché. Et pour acter ce retournement long terme, quand on regarde juste 2019, mais vous pouvez remonter plus loin, ça fonctionne exactement pareil. De quoi on va avoir besoin ? On a bel et bien eu le cross de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 100. On a eu la moyenne mobile 20 à l'époque qui n'avait pas croisé à la baisse la moyenne mobile 200, mais ça a été contrecarré là à court terme. Et ensuite, on a besoin aussi que les moyennes mobiles long terme repassent les unes au-dessus des autres dans le bon sens. Donc en gros, on aurait besoin, et là, c'est là qu'on voit qu'on a au minima, je pense, jusqu'au halving. On a une bonne année devant nous de digestion encore pour en gros faire en sorte que la moyenne mobile 50 finisse par remonter, la moyenne mobile 100 qui doit repasser sous celle-ci, la moyenne mobile 200 qui va venir jouxter sous les deux, et enfin la 20 qui doit passer devant les 3 autres. Donc en gros, pour revenir
à une préconfiguration de tout début de bull run. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais en gros, on a une box d'1 an de travail devant nous pour réaligner les planètes. Et finalement, ces planètes, à court terme, elles restent quand même assez mal foutues quand on voit à la fois la régulation. On a eu quelque chose qui est très encourageant là pour l'instant sur ce début 2023 et je reste persuadé qu'on peut faire bien mieux au niveau du marché crypto en 2023, notamment aller chercher 25-30 si c'est pas 35-40 si on avait un véritable rallye haussier. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça laisse se poser pas mal de questions et notamment, comme on l'a dit un bon nombre de fois, le marché américain qui est dans une configuration qui est censée être une configuration de bottom ici, est-ce qu'il n'est pas en train de se mentir à lui-même? Est-ce qu'on n'a pas une anticipation d'un soft landing à un horizon de temps de 12 à 24 mois, puisque c'est aussi l'essence même de la bourse et des marchés financiers, c'est d'essayer de se projeter systématiquement sur un semestre, 2 semestres, voire 1 ou 2 ans. Et là, j'ai peur que c'est peut-être aussi ce biais un peu pessimiste de sortie de bear market, qu'on nous la joue un peu à l'envers au niveau du marché américain et que comme nous le donnent les tableaux de statistiques preuve à l'appui depuis des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'années, qu'on ait un peu ce phénomène de récession en 2 temps. Donc ça, c'est un truc qui me freine un peu pour repasser du côté complètement boule de la force. Et je viens de vous le montrer au niveau des moyennes mobiles. On est quand même encore dans cette poche à foutoir. On n'est pas réaligné dans le bon sens et je pense que ça pourrait prendre jusqu'à début 2024 pour totalement se remettre dans les bonnes prédispositions, du moins, qu'on peut attendre pour lancer un bull run. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, c'est que si tu as raison, si vous êtes investisseur long terme, ça devrait être une très belle de la musique à vos oreilles pour votre DCA. Ça veut dire que vous avez encore 1 an pour remplir vos petits bags avant le début réel d'un autre cycle. Ouais, c'est clair, il ne faut pas hésiter dans l'absolu. On a toujours peur et tout, mais si on revient en arrière en 2019, donc avec cette cyclicité de 4 ans, on va dire, 2019-2020, pour le bull run qui est passé en 2021-2022, c'était les meilleurs moments d'achat en vrai, sans avoir besoin même de trader ou quoi que ce soit. Il suffisait juste d'acheter, de s'asseoir sur ses mains et d'attendre 2 ans, quoi. Et après, il y a je lis dans le chat qu'il y a pas mal de gens qui disent que peut-être c'est pas fini. Alors, toujours garder du stable, hein, on n'est jamais all-in en crypto, toujours garder de quoi, on va dire, feed la fusée, quoi. Mais dans l'absolu, il y a quand même un moment où il faut passer acheteur. Et là, le petit pump qu'on a eu, entre guillemets, de 40%, a quand même laissé pas mal de gens, à mon avis, sur le carreau. Et là, il y a des news pour calmer un peu les ardeurs, j'ai envie de dire. Mais ça m'étonnerait pas que si on avait moins de yeux focus sur l'écosystème, au bout du compte, on aurait eu quelque chose qui serait parti encore plus rapidement en laissant pas mal de gens sur le carreau. Et tu l'as dit par rapport à ce qui s'est passé en 2019, on voit que on a eu cette grosse bougie et qu'on a eu un petit range de quelques semaines, d'1 mois ou 2, et avant d'avoir une deuxième poussée qui a vraiment laissé beaucoup de gens sur la touche à ce moment-là, qui étaient en totale dépression. Donc, je sais pas si les choses se répètent. C'est ce qui est, d'un point de vue même du market making, on l'a vu, ne serait-ce que de passer de 16 000 à 24 000 sur BTC et les alts qui se sont déployés derrière. Il y a tout le monde qui est en panique en mode je suis encore en stablecoin, qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc vraiment là, d'un point de vue market maker et en plus pour venir liquider des positions qui sont bien assises d'un point de vue des shorts, le but, ça serait d'aller chercher à minima, je pense, 28-30 sur Bitcoin. Or, pour l'instant, et c'est ce que j'ai affiché là à l'écran, alors les aficionados de l'analyse technique vont dire que le death cross, c'est qu'en journalier et pas en hebdomadaire. Malgré tout, je pense que c'est des moyennes mobiles long terme qui sont observées par les professionnels actuellement. Elles se jouxtent parfaitement autour de 25 000 et on voit comme de par hasard que ça s'est arrêté pile poil juste avant cette zone. Donc je pense que les 25 000, ça sera clairement pas facile, là aussi comme on l'a défendu ces dernières semaines à passer. Malgré tout, je vois pas comment
mis à part si au final on s'est tous trompés et qu'on va à 10 000, ça serait ça la seule finalité. C'est soit on s'est vraiment tous plantés en beauté là maintenant et on finira entre 10 et 15 000 en termes de point bas final pour Bitcoin, soit on a bel et bien fait cette bougie de force de type début 2019 et normalement sur le semestre en cours, en tout cas c'est le plan que je joue et que j'avais détaillé dans mon thread Twitter, je pense qu'on verra le Bitcoin entre 25-30 à minima à 30-35 plus s'il y avait un FOMO additionnel. D'un point de vue du market making, c'est des targets qu'il faut aller revisiter pour aller chercher aussi la liquidité sur ces zones. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai peur, moi, que le marché US, finalement, se soit un peu trop excité prématurément et nous fasse un flambi derrière. C'est plutôt ça qui me fait un peu peur. Et après, on disait en rigolant les extraterrestres et tout, mais admettons qu'un jour, on ait un bail comme ça qui débarque, que ça soit en 2023 ou en 2072, ça risque d'avoir un impact mondial qui sera démesuré, probablement autant que le Covid. Donc, bon, Ouais, Non, alors, alors, si une civilisation maîtrise le voyage interstellaire et vient nous voir, déjà de base, il n'y a rien de particulièrement rare à l'échelle de l'univers sur Terre. C'est la planète Terre et ses matériaux, ça se trouve à peu près partout. S'ils ont de la technologie pour venir jusqu'à nous, a priori, ils n'ont pas grand-chose à nous acheter. On est un petit peu des primates primitifs pour eux. Donc, a priori, s'ils viennent, c'est pour, ce sera une colonisation et une extermination pour récupérer la planète. Hein. Donc, donc le Bitcoin ne sera pas trop intéressant. Enfin, ce sera le cadet de nos soucis à ce moment-là. Je rappelle aux gens, parce qu'on voit beaucoup dans les médias UFO, c'est objet volant non identifié, OVNI, mais ça veut juste dire que il y a un truc sur le radar qu'on n'a pas identifié et qui n'a pas un transmetteur. Donc c'est des extraterrestres, c'est pour rigoler. Hein. Je sais que certains aiment la théorie du complot et ont envie de croire, mais a priori on n'en est pas là. Ouais, en tout cas, bon. Je pense que... Je crois que tu as un souci de micro, Manu. Non, c'est Manu qui fait une voix d'extraterrestre. Je pense que c'est fait exprès. Ah, chelou. C'était raté, désolé. Même quand tu veux faire un effet de style, ça marche pas. Oh, j'ai tout tenté. Non, mais bon, non, on dit ça un peu en plaisantant, les extraterrestres, mais c'est vrai que voilà, on a quand même pas mal de choses qui sont en train aussi de changer. On l'a vu avec l'IA qui est en train d'accélérer, l'intelligence artificielle. Donc, entre la régulation, le sujet, on va dire, des stablecoins, du staking et de tout ce qui est en train de se mettre en place et de comment aussi pourrait interpréter les États-Unis au niveau de Ethereum, au niveau du réseau, mais à la fois au niveau de son token désormais en proof of stake, ça laisse se poser quelques questions quant aux 2-3 ans qui nous attendent d'un point de vue régulation pure. Et c'est vrai qu'à court terme, on n'a pas toutes les réponses. C'est ça aussi le... Bon, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons. Hein. Entre les extraterrestres là qu'on nous sort depuis 3 jours, la régulation qui vient assez énergiquement, etc. Bon, c'est pas simple quand même tous les jours, tu vois. On sait que, on le dit assez souvent, mais on sait que quand vous entendrez les gars vous dire ah, vous avez de la chance d'avoir acheté en 2022-2023, vous saurez vous que c'est faux, que vous avez été résilient. C'est clair. Après, voilà, c'est les tensions géopolitiques entre deux superpuissances qui s'affrontent. C'est en soi, il n'y a pas de voilà. Personnellement, moi, je comprends pas trop qu'ils balancent des ballons parce qu'on vit quand même à l'ère des satellites, donc ils ont absolument pas besoin d'avoir des ballons d'observation. À mon avis, c'est juste pour tester la réaction et voir comment ça réagit en face. Ça nous dépasse et clairement, c'est pas le sujet des cryptos. Hein. Ouais. Il y avait pas mal de gens qui demandaient du coup à juste titre quels stablecoins sur lesquels on peut s'appuyer à court terme si des BUSD et tout ça on n'a plus trop confiance. Je sais pas si vous avez un avis en particulier là-dessus. Bah déjà, je pense que c'est bien de refaire un récap sur ce qui s'est passé sur le BUSD vu qu'on aborde ce sujet-là. Ouais. Donc la SEC a
je vais simplifier parce que c'est un petit peu compliqué le droit américain. La SEC a mis un vrai coup de pression à l'entreprise Paxos, qui est l'émetteur du stablecoin BUSD sur la blockchain Ethereum. Donc ça s'appelle Binance USD, mais pour des raisons techniques à l'époque, puisque Binance maîtrisait pas vraiment l'EVM et la technologie Ethereum, puisque les tout débuts de la Binance Chain, c'était une blockchain Cosmos. Donc c'est des choses assez anciennes. Donc Paxos, en tant que solution white label, marque blanche, avait déployé et historiquement a créé le Binance USD sur Ethereum et le faisait pour le compte de Binance, et ça fonctionnait comme l'USDC, comme l'USDT, c'est-à-dire qu'il y a des réserves majoritairement, voire très très majoritairement cash, et il y a $1 sur un compte en banque quelque part. Paxos, c'est un acteur qui est régulier contre chaque BUSD qui était présent sur la blockchain Ethereum. Paxos n'a pas souhaité particulièrement se défendre suite à cette attaque de la SEC. Et en fait, la justice aux États-Unis, c'est assez différent de la manière dont ça fonctionne en Europe et notamment en France métropolitaine. C'est qu'il y a énormément, et notamment sur ces affaires financières, de ce qu'on appelle des settlements, des accords à l'amiable, qui se font qu'on ne va jamais au procès. Donc, en fait, on ne sait jamais qui est coupable ou pas coupable, mais il y a une reconnaissance partielle de culpabilité chez les gens mis en examen. C'est pas vraiment le bon terme juridique dans ce cas-là, mais qui acceptent de payer une amende. En l'occurrence, c'était quelques dizaines de millions de dollars. Alors, quelques dizaines, c'est beaucoup d'argent, certes, mais pour des acteurs comme ça, c'est pas énormément d'argent. Et du coup, il n'y a pas d'autres poursuites. Et on est vraiment dans une stratégie de la SEC actuellement de jouer les bullies. C'est vraiment, je ne sais pas comment c'est le terme en français pour ça, mais bon, voilà, de harceler un petit peu les acteurs de la crypto et de les forcer à aller dans des settlements. Donc, on a eu Kraken très récemment, on a Paxos aujourd'hui, on aura d'autres acteurs probablement prochainement. Et en fait, comme ces acteurs n'osent pas aller jusqu'au procès, parce que si ça va jusqu'au procès, les peines peuvent être extrêmement lourdes, ils acceptent de payer les amendes et d'arrêter leur service. A priori, cette stratégie de la SEC va continuer jusqu'à que un des acteurs qui aujourd'hui est assez majeur dans l'écosystème se disent bon bah nous on va pas se laisser marcher dessus, on va pas se laisser embêter, et on va aller effectivement au procès. Ce procès et la décision de justice qui en résultera créera jurisprudence. Le droit américain est énormément basé sur la jurisprudence, donc les résultats et les verdicts des procès aide à contribuer à ce qu'on appelle le droit américain. Et ça, ce sera quelque chose d'assez majeur. Le patron de Coinbase, pour le CB8 et Circle, ont déjà fait des déclarations que si on venait les embêter, ils seraient prêts à aller jusqu'au procès. Mais pour l'instant, la SEC n'a pas souhaité discuter directement avec l'USDC et le CB8. Donc, pour l'instant, Coinbase et Circle ne sont pas vraiment inquiétés. Donc, quel stablecoin choisir maintenant que le BUSD va aller à zéro? Alors, il ne va pas aller à zéro en valeur. Et ça, il faut bien comprendre. Et je suis désolé que ça prenne un petit peu de temps, mais c'est un sujet qui est important. Et il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux. Quand ce genre de choses arrive, en fait, le principe du régulateur américain, c'est pas de faire en sorte que les épargnants, les gens qui sont censés protéger, même si protéger, c'est entre guillemets, perdent tout leur argent. C'est pas leur but, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les activités qui leur plaisent pas s'arrêtent. Et du coup, ce qui se passe, et c'est exactement ce qu'on observe avec Paxos, c'est qu'on ne peut plus créer de nouveaux BUSD sur Ethereum. Alors, pas maintenant, parce qu'il y a une période d'adaptation, mais ce sera à partir du mois d'avril. Et par contre, on peut, bien sûr, si vous avez du BUSD et que vous êtes une institution, les échanger contre des dollars. Et c'est ce qu'on appelle un procédé de rédemption, redeem. Et ça, ce procédé de rédemption, pour l'instant, dans les annonces préliminaires, Paxos s'est engagé, et de toute façon, ils n'ont aucun intérêt à ne pas le faire, à l'assurer, quoi qu'il arrive, pendant 1 an après l'arrêt du minting. Donc, ça nous amènerait à avril 2024. Donc, a priori, si vous avez du BUSD,
il n'y a aucune raison valable pour qu'il vaille moins $1. Il y a même des raisons possibles qui vaillent légèrement plus $1 vers la fin de l'année vers l'année 2024 parce que la masse monétaire circulante de BUSD va tendre légèrement au fur et à mesure vers zéro. Donc, il n'y a aucune raison de paniquer. Les BUSD valent $1. Vous arriverez au cours de l'année à échanger vos BUSD contre $1. Et les BUSD de Binance, c'est encore une autre affaire. Mais a priori, c'est pas particulièrement impactant là-dessus. Ce qui veut dire que ce sera exactement la même chose si la SEC va bully Circle ou va bully Coinbase. Si vous avez du CBET, si vous avez de l'USDC, il n'y a pas vraiment de scénario où vous perdez tout votre argent demain. Il y aura toujours la possibilité de les échanger contre eux, ce qu'on appelle les underlying assets, l'actif sous-jacent en français. Donc, ces trucs-là, ça a des impacts assez profonds sur l'industrie, mais en termes de votre portfolio, il n'y a aucune raison particulière de s'inquiéter. Donc, si il vous prend l'envie, parce qu'il y a un mouvement de marché, parce que les réseaux sociaux deviennent un peu fous, de vendre vos USDC à 90 centimes, bah, vous avez juste perdu 10% de votre argent et pour aucune bonne raison. Et c'est pareil pour le CBET, c'est pareil pour le reste. Et qu'est-ce que tu penses que va être le move de Binance et de CZ après cette affaire? Donc, on a, dans un an, comme tu l'as dit, on n'a plus de BUSD. On sait qu'ils avaient enlevé l'USDC, si je dis pas de bêtises, sur Binance et que ils avaient remplacé beaucoup de paires par des paires crypto BUSD. Est-ce qu'ils vont repartir sur quelque chose de centralisé type USDT? Ou est-ce qu'on peut les imaginer partir sur des stablecoins, cette fois-ci, plus décentralisés? Alors, je mets toujours des guillemets parce que avec le DAI, on a quand même beaucoup d'USDC derrière. Avec le Go, il me semble que vous avez quand même mis l'USDC derrière aussi. Il y aura de l'USDC en partie, hein, comme de l'Ether, comme d'autres choses. Hein. Après, le Go n'a pas ce qu'on appelle le protocole, le PSM. Donc, il n'y a pas cette possibilité de créer plein de Go à partir au ratio 1 sur 1 avec de l'USDC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'USDC dans le Go, parce qu'aujourd'hui, faire un stablecoin décentralisé sans intégrer d'autres stablecoins, il y en a qui le font, hein, ça s'appelle le RAI, par exemple. Et regardez le market cap du RAI et est-ce que vous avez du RAI dans votre portfolio? A priori, non. Enfin, je suis prêt à le parier pour 90% d'entre vous. Et donc, c'est pas vraiment le truc. Il y a vraiment, je pense, une opportunité là à jouer sur l'écosystème Binance pour aller remplacer le truc, parce que pour l'instant, c'est des rumeurs, mais elles ont l'air assez avérées. A priori, Circle a fait un petit peu sa carène et n'y serait pas pour rien dans la dénonciation de BUSD. Il y a quelques documents qui ont l'air d'être sortis. Bien sûr, c'est très tôt, donc on prend ça avec des pincettes et du recul. Mais a priori, Circle et USDC, ils auraient dénoncé leurs concurrents auprès du bureau de justice new-yorkais. Et donc, on sait que Binance ne portait pas particulièrement USDC dans leur cœur, puisqu'ils avaient délisté, entre guillemets, plein de paires USDC pour les remplacer par des paires BUSD. Donc, je pense que l'intérim, ils vont retourner à leurs vieux amours, c'est-à-dire l'USDT, qui, à ce stade-là, n'a pas l'air particulièrement impacté. Ouais, voire même ils reprennent des parts de marché USDT, c'est assez impressionnant. Très clairement. Et on a également, je pense, ça doit être dans les tuyaux, un stablecoin entre guillemets décentralisé, puisqu'on parle de Binance, ce sera jamais complètement décentralisé, mais entre guillemets décentralisé, qui va sortir sur l'écosystème BSC. Moi, je pense qu'ils vont sortir une plateforme un peu comme à la MakerDAO. Ils avaient fait Vénus déjà, qui existait, mais bon, qui n'avait pas porté tous ses fruits. Et il y a moyen qu'ils essayent de pousser un petit peu leur propre version d'un stablecoin décentralisé, minté directement par des protocoles sur la blockchain BSC.
Et Enfin, BNB maintenant, on dit. dans Pardon. le chat, depuis tout à l'heure, il y avait pas mal de personnes qui disaient aussi le LUSD, donc de l'Equity, si je dis pas de bêtises. Par contre, personnellement, et vous allez me l'apprendre ce soir, je ne sais pas comment c'est backé, du coup, quel est le collatéral derrière, vu que c'est du LUSD, ça Ouais, existe que sur Ethereum et ça n'a que Ethereum comme collatéral. C'est très bien. d'accord. Hein, c'est dans la communauté française, il y a Token Je- Breeze qui travaille avec eux, je crois, de Liquidity. Sauf que les amis, comparons ce qui est comparable. Je crois, je vais aller voir les chiffres, mais USDT c'était 70 milliards la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, bah, je viens de regarder, effectivement, c'est un peu trop petit, à mon avis, en termes de. C'est ça, alors c'est bien, hein, je suis pas du tout en train de dénigrer LUSD. Ils ont toute ma sympathie, mais on boxe pas dans la même catégorie, quoi. Ouais, c'est ça la problématique. Ils jouent en Ligue 3 et c'est la Ligue 1, l'USDC, l'USDT. Ouais, puis c'est toujours le problème d'avoir un backing qui soit volatile en fait. Ça change quand même. Mais après, bon, il y a deux écoles, quoi, entre guillemets. Et après, je pense qu'un mix est pas forcément une mauvaise vision de la chose. Et rappelle-nous, parce que ça, je pense que c'est une data qui est publique, de combien sera surcollatéralisé le Go de AAV. C'était deux souvenirs assez costauds en termes. Ça dépend de l'actif, hein, mais clairement, il y aura une surcollatérisation globale. Après, Ouais. je ne peux pas te répondre maintenant puisque c'est le marché qui décide. C'est-à-dire Ok. que ça dépend de l'actif. C'est-à-dire que si tu apportes et que tu utilises le Efficiency Mode, ça, c'est la plus basse collatéralisation. Et avec de l'USDC, tu peux aller jusqu'à 97% sur le testnet. On verra si la gouvernance accepte d'aller YOLO comme ça. Mais ça, ce serait la plus basse collatérisation. Mais derrière, le collatéral, c'est l'USDC. Donc, a priori, c'est un peu stable. Par contre, si tu prends de l'Ether, bah, là, tu auras une LTV plus à 80%. Donc un petit peu moins. Et si tu prends d'autres actifs, ça peut descendre à 2 dollars de collatéral derrière chaque dollar de Go qui est en circulation. Et après, bah, tu prends le système en global, puisque bah, derrière chaque Go, il y aura de l'Ether, de l'USDC, du AV, du CRV, du Link. Et tout ça, en fait, c'est un mix. Et chacun aura plus ou moins de F-factor, puisque chacun a ses propres trucs de risque. Moi, j'aime bien quand même avoir un F-factor proche de 2, même si dans le bear market, j'ai du mal à y arriver. Et il y en a d'autres qui font YOLO et qui ont un F-factor à 1,1, 1,2. Et bah, parfois, ils se font liquider, hein, mais c'est ça le système. Et ce qui fait toute la beauté de la DeFi, c'est que tout cet ensemble de gens, certains prennent des risques, certains en prennent très peu, et ça donne un système qui, en général, a un profil de risque qui est plutôt résilient, en tout cas qui a tenu ces 3 dernières années, qui ont été relativement mouvementées. Il y avait Fields 1990 qui demandait quelle sécurité le Go apportera en plus par rapport à l'UST. Qu'est-ce que t'as foutu ces 6 derniers mois, là, Phil? Moi, je veux pas t'engueuler, on est nés la même année, toi et moi, donc tu t'appelles 1990, donc t'as 32 ans actuellement ou 33 ans. Il est temps de faire tes devoirs, mon ami. Ouais, je crois L'UST, qu'on il n'est n'y pas avait tout pas à de fait sur. collatéral. Ouais. Le Go, le DAI, il y a toujours plus d'un dollar derrière chaque Go. Il y a toujours plus d'un dollar derrière chaque DAI en collatéral. L'UST, il y avait rien. Voilà. Alors moi, je vais reposer la question de notre ami, mais en plus pointu à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous prouve que si on a de gros mouvements de marché, et là on parle carrément d'un stablecoin qui peut avoir plusieurs milliards de capitalisation à terme, on n'ait pas de souci par rapport à la liquidation des collatéraux qui back justement le stablecoin. On a déjà eu le souci, pour donner un exemple, sur ce qui s'est passé par exemple récemment avec CRV. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'aura pas des problèmes de liquidité des collatéraux qui feront qu'on aurait du mal à liquider certaines positions en cas de mouvement violent du marché et un risque de dépeg? Ça, c'est clairement, et c'est pour ça que le risque des petits marchés. Le Go ne sort que sur la VB3. Parce que la version 3 du protocole AV permet de limiter les dépôts et les emprunts de chaque actif.
Donc là, j'ai un exemple qui vient de sortir sur AV, c'est le Rocket Pool Hit. Donc un LSD qui est donc un liquid staking derivative, un token de représentation du staking sur Ethereum qui est opéré par Rocket Pool. Ça a été listé aujourd'hui. Le dépôt maximum de cet actif, il est de 10 000 Rocket Pool Hit, donc l'équivalent presque 10 000 Ethers. C'est beaucoup 10 000 Ethers, mais pour la taille de marché d'AV, c'est pas tant que ça. Et c'est par exemple beaucoup moins que la limite de dépôt du ST-ETH de Lido, qui lui a un market cap, une liquidité beaucoup plus importante. Alors, est-ce que ça veut dire que Rocket Pool ETH est moins bien que celui de Lido? Non, c'est juste qu'il y en a un qui est plus mature que l'autre, donc il a un profil de risque qui est un petit peu différent que l'autre. En ce moment, il y a la proposition d'avoir le liquid staking dérivatif de Frax, le S-Frax ETH, et lui, il aura la moitié des paramètres de risque du Rocket Pool ETH. Pourquoi? Parce qu'il est encore moins mature et du coup, on lui permet, en fait, chaque actif a un profil de risque différent et donc est considéré différemment dans le protocole. Et pourquoi les risk providers font ça sur AV, mais ça existe dans les autres protocoles DeFi qui sont sérieux, ceux que tu ne trouves pas dans Rect, c'est qu'il y a des simulations qui sont faites par rapport à la liquidité des actifs et qui sont refaites en permanence pour se dire, OK, demain on se réveille, les aliens en fait ils sont réels et ils commencent à éradiquer tous ceux qui vivent dans l'Oregon. Désolé pour ceux qui vivent là-bas. Donc les marchés perdent 30% dans l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la mauvaise dette sur AV? Est-ce qu'il y a de l'excess dette, etc. Et donc tous ces scénarios font que ça calibre les paramètres de risque et les courbes d'intérêt sur chaque actif. Sur les 3 dernières années, ça a plutôt marché, mais c'est un travail permanent de réactualisation. Ouais, oui, ok. Donc grosso modo, la quantité de Go qui pourrait être mintée sera évolutive et non illimitée dès le départ, quoi, pour éviter ce genre de problème et de grossir trop vite, entre guillemets, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Impeccable. Ok, on a vu que la V3 avait été postée sur AV, avait été votée sur Ethereum, je veux dire. Pour le Go, on a vu qu'il y avait le testnet qui avait été lancé sur Gurley, sur le testnet Ethereum Gurley. Donc on peut déjà aller jouer avec. Si vous avez un compte Lens, allez claimer ce petit fantôme. Je crois que c'est encore possible, je suis pas sûr. C'était peut-être limité dans le temps. Mais voilà, si vous avez un compte Lens et que vous avez utilisé le testnet, sur Lenster, il y a le compte de Go, je crois que c'est goxyz.lens, si je dis pas de bêtises. Et il y a un petit post à collecter. Allez le collecter. On verra si ça a un effet plus tard. Moi, je travaille plus chez AV, donc j'ai plus d'alpha. Mais a priori, peut-être. On verra. Il y a beaucoup de gens qui demandent dans le chat s'il y a un token Lens et s'il y a un Lens airdrop. Je ne travaille pas chez AV, donc je n'ai pas ces informations. Donc ça ne sert à rien de me poser la question. J'en ai pas plus que vous, des informations. Quand j'étais chez AV, il n'y avait pas de token Lens. Ça, c'est la seule chose que je vous dis. Ouais. Après, est-ce qu'il serait logique de lancer un token sur un réseau social qui pourrait être une amélioration de quelque chose que, par exemple, on ne trouve pas sur Twitter, sachant que Lens veut être une amélioration décentralisée de réseaux sociaux? Ça peut être intéressant. Je vais réfléchir. Vous avez 4 heures. Bon, par contre, on sait pas quand. Et d'ailleurs, faut toujours faire gaffe parce que on a eu un petit airdrop quand même la semaine dernière. On peut le dire quand même. Alors, je ne sais pas. Alors, on de optimisme. Ouais, on a 2 types de gens. On a les gens qui ont passé à peu près 3 mois à faire des quêtes avec 12 000 adresses et qui ont utilisé à peu près 14 Ethers de gaz sur un L2, ce qui est quand même beaucoup, qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils n'ont rien touché. Et puis, vous avez ceux qui ont juste fait 2-3 trucs, qui ont bridgé, qui ont fait quelques transactions et qui ont reçu à peu près autant. Allez, j'ai envie de dire, bon, c'était pas très sympa, ça a pas beaucoup plu, ça a un peu FUD, mais il y aura d'autres airdrops sur Optimism, donc il n'est pas dit que tout ça ait été fait en vain.
Moi, je sais Donc, au pas pourquoi final, ils font des airdrops, hein, vraiment. Ça sert à rien. il faut bien faire vivre la chaîne, quoi, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vois, Ouais, c'est une mais différence. Quelle est la différence entre quelle est la chaîne Cryptomatrix et la chaîne Optimism? Bah, nous, on n'a pas besoin de faire des drops pour faire vivre la chaîne, quoi. Bah, nous, on a arrêté de faire des drops parce que quand on en faisait, certains d'entre vous étaient mal élevés. C'est pour ça que moi j'ai arrêté les giveaways. Bullrun, c'est fini. C'est- Hein. On verra. On était Non, riches mais à bullrun l'époque. ou pas bullrun, hein, c'est toujours avec plaisir. Mais franchement, quand les gens sont mal élevés, ça donne pas envie. On Après, verra en 2026, voilà, on verra au prochain cycle. quand on aura un semblant de fond de portefeuille à nouveau, on redistribuera. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, j'avais promis que je renverrais un AV quand il casserait son ATH, donc j'attends avec impatience qu'il recasse son ATH. Mais ce sera pas pour 2023. En tout cas, c'est vrai que bon, on sent que tout le monde est préoccupé et à juste titre hein, par rapport à ce move de la SEC. Et c'est pas que BUSD, c'est un peu comme tu disais Marc tout à l'heure, ils ont ce truc de taper sur la table en premier ou de tirer finalement et de regarder ce qui se passe ensuite, quoi. Et Bah, c'est vraiment le cas typique du bully. C'est-à-dire le bully, il vient intimider la personne qui veut avoir en victime pour voir si la personne, bah, elle sort son portefeuille et elle donne l'argent du goûter, quoi. En soi, les bullies, il n'y a pas 36 manières de gérer le truc, quoi. Dans le monde civilisé, on va au tribunal et puis on essaye de faire en sorte que la loi s'applique. Et moi, je pense que Paxos avait de grandes chances. Après, j'ai pas tous les éléments, donc c'est un commentaire qui n'a aucune valeur juridique, mais c'est pas dit qu'ils auraient perdu au tribunal. En soi, Paxos, c'est une vraie boîte qui publie des audits de leurs réserves. Je pense qu'il y avait vraiment $1 derrière chaque BUSD. Et je pense que c'est juste qu'ils ont été ils ont été apeurés parce que vraiment, au tribunal, il peut y avoir des conséquences très lourdes et qui se sont dit, bon, la crypto, on a bien gagné des sous, on va passer à autre chose. Oui, je pense qu'il y avait moyen de se dire aussi, des fois on est trop early, on a eu raison trop tôt, on n'a qu'à laisser, on a fait l'oseille entre guillemets, on n'a qu'à laisser le marché devenir un petit peu mature, un peu plus mature. On va bosser sur une V2 et quand on reviendra, on sera vraiment prêt et le marché également, quoi. après, je pense aussi qu'ils sont pas bêtes et que potentiellement, ils ont l'information si par exemple c'est USDC avec Circle, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est derrière, et potentiellement BlackRock et tous les gros qui auraient finalement été choisis pour plus tard être le pont principal avec une future monnaie de banque centrale ou que sais-je, c'est peut-être la table rase d'avant le grand projet qui arrive ensuite. Donc, si Paxos, ils savent ce qui est en train de se passer, ça sert strictement à rien d'aller lutter contre un truc contre lequel tu peux pas lutter. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as BlackRock qui est à la table et qui dit ça va se passer comme ça et pas autrement. Non, la loi, c'est la loi. CM, tu mais t'emballes bon, un peu. on parle de structures qui, la plupart du temps, sont plus au-dessus des pays, des lois et de tout ce qui existe que. Ça, bon, bref. Moi, j'ai pas une grande confiance dans nos institutions, mais quand même, après, il y a les aussi juges sont censés être indépendants. J'aime bien les petits titres d'Arte, BlackRock, la banque qui dirige le monde. Je trouve que c'est quand même assez véridique dans la façon dont c'est... Enfin, peut-être pas véridique, mais dans la façon dont sont amenées les enquêtes des fois de Arte. Bon, il y aura des gens qui seront d'accord ou non. C'est peut-être un biais d'opinion totalement personnel. Mais c'est vrai que les Goldman Sachs et les BlackRock et tout ça, quelque part, c'est des États dans l'État, si c'est pas des au-dessus de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. On laissera notre audience tirer leur propre conclusion. Non, mais il y a un truc qu'on peut dire par contre, tu vois, c'est que je pense que USDC a quand même pas mal d'avance en termes de législation, de régulation, etc. Et on a souvent vu aux États-Unis le gouvernement, l'État en règle générale, laisser construire le secteur privé, lui laisser construire les outils. Et après, en fait, grosso modo, les utiliser, on va dire, les nationaliser quasiment et de les utiliser. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que s'il devait y avoir un stablecoin dollar, au final, bah, peut-être que le seul vrai stablecoin dollar qui serait
toléré par les États-Unis, en fait, serait par exemple l'USDC. Comme il y a qu'un seul dollar, il pourrait n'y avoir, entre guillemets, qu'un seul crypto-dollar, tu vois. Et pas une foultitude de trucs qui se disent être du dollar, mais qui sont peut-être pas du dollar, qui peut-être pas backés. Et ça m'étonnerait pas qu'au final, c'est une formidable cash machine actuellement, les stablecoins. Hein. Donc, de la façon même dont c'est structuré. Je te rappelle quand même que le dollar, c'est 0,5% de commission pour tous ceux qui utilisent du dollar à travers le monde. Ils payent une dîme pour utiliser le dollar quand on est un pays étranger ou une entreprise étrangère. Donc, ça peut être effectivement assez intéressant. C'est facile à collecter avec la crypto, on l'a vu. Donc, c'est aussi une possibilité et je pense que moi, si j'étais l'État des États-Unis, le gouvernement, faire le ménage dans les entités qui se disent être du dollar, ça me surprend pas non plus que ça. Tu vois, si demain on avait ça avec alors l'euro, c'est un peu différent parce qu'on est plusieurs pays, mais imagine on était en franc et qu'on a des entreprises à travers le monde qui émettent du franc entre guillemets. Bah, je suis pas certain qu'en fait ça plairait à l'État et qu'il y aurait pas des décisions qui seraient prises. Après, je juge pas si c'est bien ou pas. Je pense que on va un petit peu trop loin. Clairement. Donc, en fait, il faut ni sous-estimer ni surestimer les institutions. On n'est clairement pas. Enfin, pour la SEC, la crypto, c'est un truc chiant, mais c'est pas un truc important. Hein. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Là, dans le crash récent, avec leur présentation pourrie de Google, avec leur IA qui s'appelait comment, Bard, si je dis pas de bêtises. Google, en une journée, a perdu la capitalisation totale d'Ethereum, même plus qu'Ethereum. Les gars, c'est la crypto, c'est un gros marché, c'est 1000 milliards de dollars, un petit peu moins maintenant, mais c'est pas un énorme marché par rapport à ce que gère la SEC. Et ils ont d'autres chats à fouetter. Donc de temps en temps, parce que on est loin d'être le plus gros marché, mais je pense qu'on est le plus chiant, et de loin. Parce qu'on fait du bruit. Dès qu'ils postent un truc sur Twitter sur la crypto, il y a 50 000 mecs qui répondent et qui font des mèmes. Je pense que ça les fait un petit peu, voilà, c'est un petit peu bizarre pour eux. Mais clairement, le patron de la SEC, il a d'autres choses à faire et c'est pas sa priorité. Ouais. Donc il tape. Mais est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule avec les vidéos qu'il a postées récemment Moi, je pense que ça part d'une bonne intention. Oui. La dernière avec le steak est pas si. Enfin, le message, je peux le comprendre, tu vois. C'est pas 100% bullshit, mais alors la forme avec son steak pour le staking. C'était un peu too much. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, mais je pense que ça partait d'une bonne intention, qu'il s'est dit la crypto, ils aiment bien les mèmes, ils aiment bien les trucs, et c'est la version de la SEC d'essayer d'être cool. C'était un peu cringe, voilà. Ils ont essayé. La vidéo était relativement claire. Faut pas non plus leur jeter la pierre. J'ai pas passé le meilleur moment. Je me la repasse pas. Je suis pas enregistré sur une VHS et je me la repasse pas le week-end avec plaisir. Mais voilà, ils ont tenté un truc. Il y a pire. C'était pas la première. En soi, ouais, mais en soi, ce qu'il faut retenir, voilà, tout n'est pas négatif dans le sens où c'est vraiment une attaque sur la centralisation. C'est-à-dire, les gars, moi, ce que je retiens de la vidéo, c'est que si vous faites des trucs centralisés, vous êtes en train de créer des produits financiers qui normalement doivent être régulés et il y a des règles pour ce genre de produits. Donc, il faut suivre cette régulation. Pour les choses parfaitement décentralisées, il n'y a pas un mot de la SEC actuellement. La SEC a rien dit sur le Rocket Pool It, a rien dit sur Lido aujourd'hui, qui sont des plateformes de staking 100% décentralisées. Il n'y a pas un mot qui a été dit là-dessus. Je pense que je ne suis pas en train de dire que c'est nos amis, parce qu'il ne faut pas trop m'en demander. Je ne suis pas le copain des institutions naturellement, mais ils ne sont pas forcément à dire le contraire de ce qu'on vous dit sur cette chaîne depuis des années, c'est-à-dire que la décentralisation, il faut y aller pour de vrai, et que ça n'a aucun sens d'avoir fait tout le chemin pour découvrir la crypto et de rester dans des échanges centralisés. Les gars, au bout d'un moment, vous n'avez pas honte, quoi. Il est temps d'aller sur la blockchain, d'avoir un wallet et de faire des vraies transactions sur une blockchain et d'utiliser la technologie. Si vous êtes juste là pour jouer avec votre caca et faire des longues et des shorts x 50, c'est sympa, je respecte les traders et la finance, c'est important.
mais ce n'est pas explorer réellement la technologie, et vous pouvez le faire avec tout type d'action sur tout type de marché financier. Ouais, à voir aussi comment ils vont se comporter pour le côté décentralisé pur, puisque malgré tout, c'est celui qui privilégie le plus la privacy, avec du non custodial et tout ça. Et ça pose un problème là aussi à la régulation, tout le côté blanchiment, voilà, tous les poncifs et narratifs qu'on entend habituellement et qui finalement peuvent s'y prêter très bien sur tout le côté pleinement décentralisé. Donc, c'est bien beau de dire d'un côté, not your keys, not your coins, faites votre vie, utilisez du pur décentralisé. On est tout à fait tous d'accord pour dire que c'est la meilleure voie et solution à explorer quand on est dans la crypto. Mais je pense qu'ils auront un double son de cloche assez schizophrène d'un point de vue régulation et étatique tout court, qui n'iront pas forcément non plus dans ce sens-là et qui essaieront systématiquement de connecter les points en voulant mettre une identité derrière chaque wallet. Et ça, bon, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser, mais voilà. Clairement. Dans tous les cas, c'est pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un cycle de maturité. C'est la fin du Far West, très clairement. La Luc a gagné. On va se calmer là-dessus, j'espère pas. mais elle aimait bien parler de Far West, alors c'est pour ça m'a trigger, tu vois. Mais en soi, c'est vrai qu'il s'est passé des trucs dans ce cycle qui sont des preuves d'immaturité, quoi. Clairement. Franchement, si tu as un minimum, franchement, là, ça fait quoi? Ça fait une bonne année au final qu'on a en bear. Franchement, il y a des trucs complètement dingues qui se sont passés avec des réelles escroqueries. Enfin, tu prends le leaderboard de Rect, il y a plus de 2-3 milliards qui ont été volés dans la DeFi. Je te parle même pas des FTX et des machins où les gars, ils ont fait des trucs de dingue. Donc, nous, on est un peu la tête dedans. Donc, voilà. Mais quand tu regardes de l'extérieur, bah, tu disais, Marc jouait avec son caca. On a un peu l'impression de gens qui sont à la crèche en train de se faire une bataille de caca, quoi, tu vois. Même si ça peut être très intéressant en termes d'apprentissage, tu vois. Ouais, mais quand on a eu tout le cycle des Shiba Inu, machin requête, machin truc. On a tout eu, mais c'est ça. On a tout eu, quoi. On a commencé le cycle par la bouffe, après on a eu les chiens, après on a eu les Ponzi, après on a eu les rochers. Les rochers, les Etherrock, les punks. Bon, les pingouins. T'imagines à la SEC, les gars, ils regardent ça. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? T'as les singes et tout. Non, mais c'était nimp. Enfin, c'est allé effectivement assez loin. Donc, c'est normal qu'il y ait un coup de milliard. Hein, voilà, et à coup de milliard. Mais c'est normal, c'est l'évolution. Les ICO, c'était vraiment ridicule aussi. Je le rappelle aux gens, pour ceux qui l'ont vécu, on nous vendait des PDF et c'était parfois assez rigolo. Le cycle d'avant, les altcoins, c'est-à-dire les forks de Bitcoin où il y avait de la pré-mine, etc. C'était vraiment débile aussi avec le kebab coin, etc. Donc chaque cycle a eu ses débilités, c'est tout à fait normal, c'est ça un nouveau marché. On essaye des choses, il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui essayent des choses et qui réussissent ou pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est de regarder la tendance. Est-ce que à chaque cycle, on a des choses qui sont de plus en plus concrètes? Et pour moi, la réponse, elle est clairement oui. C'est-à-dire qu'on est passé du tout premier cycle des altcoins où on changeait quelques noms dans le code de Bitcoin, on s'est copié-collé, on lançait des CPU ou des GPU, enfin des cartes graphiques, pour faire tourner, préminer des coins, et en fait, il y avait zéro, il n'y avait rien, c'était copier-coller. Ensuite, il y a eu des PDF, certes, mais on commençait à avoir des tokens, des contrats d'ICO, etc. Ce cycle-là, on a eu des vraies applications. Ça, on ne le retirera pas de la bouche. Il y a eu vraiment une adoption, et c'est le premier cycle où les gens ont massivement utilisé les blockchains. J'ai hâte du prochain cycle, parce que je pense qu'il y aura vraiment de la qualité. Et du déchet. Également, on n'y coupera pas, à mon avis. Encore une fois. Mais ce sera du nouveau. C'est ça qui est toujours intéressant. C'est qu'il y a de la créativité. C'est un chaos créateur. Vous remarquerez comme à chaque fois dans les intercycles, on a un peu de mal malgré tout, bien que on essaie de se projeter sur les prochains, on va dire à la fois les prochaines narratives et les prochains domaines qui pourraient être porteurs.
Là, c'est vrai qu'en ce moment, on a tout ce cycle de l'IA qui a l'air de pouvoir apporter son petit truc, bien que IA plus blockchain. Est-ce que c'est un mariage qui véritablement peut marcher ou réussir ou amener quelque chose? Ça n'a aucun sens. Fondamentalement, pour l'instant, Ça n'a aucun voilà, sens. j'y vois pas un avantage énorme, mais Mais c'est presque c'est vrai antinomique. que j'ai essayé de me souvenir dans quel état d'esprit on était en 2018-2019, et le bear market a ça pour lui aussi, quand on est dans l'entre-deux, de se dire qu'on a du mal à se projeter sur ce que pourraient être les 2-3 années à venir. Et c'est souvent dans l'année, à partir du halving à peu près, donc là ça serait en 2024, où on a les premiers gros sujets qui se mettent à la table et qui fleurissent un peu, comme si on sortait de nouveau quelque chose de nouveau de nulle part. C'est assez étonnant d'ailleurs. Très clairement. Oui. Ouais, ça c'est toujours compliqué de spotter quels vont être les domaines qui vont réussir, sachant qu'en plus la difficulté, c'est que c'est même pas obligé d'être un domaine qui a vraiment une application, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être le cas, mais ça peut ne pas du tout être le cas, tu vois. On parlait tout à l'heure de Shiba, de trucs comme ça. En termes d'action de prix, des fois c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu imaginer, alors que c'est utile, ça sert, ça a de l'avenir. Non, mais pas forcément. C'est pas forcément ça qui va marcher, effectivement. C'est un peu ce que disait une fois aussi, je crois que c'était Bitcoin dans la dernière émission qu'on avait faite ensemble, ça remonte à quelques mois désormais. Il parlait de la bourse traditionnelle et il disait que tu as souvent des totales décorrélations entre le côté de ce que le marché donne par rapport à ce qu'il pense être juste ou non sur un actif ou une action cotée en bourse ou une boîte, et la réalité derrière. Et en fait, c'est vrai que dans la crypto, quand on a ces accélérations de bull run, il y a tellement d'argent qui rentre n'importe comment, n'importe où. C'est vraiment, les portes s'ouvrent et c'est les Hunger Games. Il y a tout le monde qui court dans tous les sens, les bras en l'air. Et à la fin, il en reste que 2 ou 3, toi, avec ton portefeuille au milieu du champ de bataille. Et 90% de gens cramés. Ouais, parce que c'est ça aussi, on en rigole et tout, mais peut-être parmi vous, mais en tout cas, on n'espère pas, mais en tout cas dans la communauté en règle générale, on sait très bien que on a beau rigoler qu'il y a une grande majorité de perdants, et que quand on voit des tokens de bouffe ou des tokens de chiens faire des milliers de pourcents, on sait très bien qu'au bout du compte, il y a très peu de gagnants. Il y a surtout beaucoup de perdants, et c'est plus en ça que c'est un peu attristant, parce que c'est drôle. Si tu perds 10 euros, 100 euros, c'est assez drôle, mais sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de gens en détresse, que ce soit par manque on va dire de vision dans leurs investissements, mais aussi par les arnaques qui ont eu lieu, que ce soit sur Terra Luna, sur FTX, etc., quoi. Ça, c'était pas plus simple. Moi, je suis un méchant garçon. Hein. C'est soit on fait ses devoirs, soit on apprend par l'exemple. Après, de base, même quelqu'un qui arrive au marché, t'es du genre à avoir pris des fessées jeunes. Quelqu'un qui arrive au marché crypto et qui essaierait de le prendre par le bon bout, il y a quand même beaucoup de chances, et on est tous passés par là, que tu fasses quand même les erreurs. Je veux dire, c'est un chemin un peu initiatique, où tu es obligé de passer par certaines étapes pour pouvoir passer à l'étape d'après. Il n'y a jamais aucune personne qui est arrivée au marché crypto ou dans les marchés financiers ou en bourse ou que sais-je, qui est arrivé, qui a posé 100 balles et qui 10 ans plus tard, en faisant aucune erreur, avait 1 million sur le compte. Ça n'existe pas, tu vois ce que je veux dire? Ou alors il a mis un ticket de loto, il a gagné au loto, et là c'est tout à fait différent. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec même si ça existe. Voilà, même si ça existe, c'est des aberrations statistiques, donc c'est pas important de s'y pencher, clairement. Et on a tous fait des erreurs. Hein. Moi, je me considère pas mieux que vous. Hein. Aujourd'hui, j'ai cette position et pour vous donner des devoirs, mais parce que les erreurs, je les ai faites dans mon premier cycle. Hein. Je serais milliardaire aujourd'hui si j'avais pas pris des tools comme tout le monde au début. C'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, l'expérience, ça, il faut pas. Il faut pas le négliger. Et autant qu'à faire des expériences, autant les faire pour pas trop cher non plus, hein, pour ceux qui commencent ou qui ont des doutes. Et c'est aussi quelque part aussi un peu une découverte de soi-même, parce que tu découvres au travers des marchés financiers ta psychologie, dans le sens où
Ben, quand tu as ta vie en mode métro, boulot, dodo, que tu penses pas forcément à investir, que tu as un petit pécule ou quoi de 5 000, 10 000 euros sur un livret A qui te sert de coussin, la majorité des personnes en France, la plupart du temps, ils pensent même pas à investir. Ils ont ni un PEA, ni quoi que ce soit, tu vois. Enfin, il y a pas grand-chose qui est fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette culture, notamment en France, de l'investissement ou de la finance. C'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, en tout cas sur le cursus basique, hein, j'entends bien. Et c'est pas, on n'a pas un intérêt comme l'ont les anglo-saxons ou les américains ou voilà, autour de cet attrait du capital, de l'argent, de faire travailler. Moi, c'est clairement, j'apprécie et j'ai aucun problème avec mes parents, mais je regrette qu'à mes 18 ans, ils m'aient pas ouvert un PEA, par exemple. Ne serait-ce qu'avec le minimum du dépôt, mais rien que les règles fiscales, si vous êtes en France métropolitaine, si vous avez un enfant qui a 18 ans, si vous lui ouvrez le jour de son anniversaire un PEA, même s'il n'a pas d'argent, même s'il est étudiant, même s'il s'en fout des actions, bah en fait, vous déclenchez le compteur pour la défiscalisation partielle à 5 ans et plus grande à 8 ans. Et ça, que tous les parents de France ne fassent pas ça pour leurs enfants hein, à 18 ans, même avec 100 balles le minimum, bah c'est dommage en fait. Parce que bah, du coup, si moi j'ai commencé à m'intéresser à la finance plus tard, donc je l'ai ouvert à 23, 24 ans, mon PEA, bah, du coup, bah, le compteur n'avait pas tourné pendant déjà 6 ans. Donc, c'est tous ces manques d'éducation financière qu'on n'a pas en France et qu'on n'a pas non plus dans d'autres pays, mais qui sont assez dommages. Et moi, j'espère transmettre ça si j'ai des enfants pour leur faire gagner du temps en fait dans la vie. Après, ce sera à eux de décider si ça les intéresse ou pas. Et s'ils n'ont aucun intérêt pour la finance, bah, tant mieux pour eux et ce sera respecté. Mais en fait, donner ces petites clés au début, ça aide et ça fait gagner du temps. Ouais, effectivement, moi ça parle un peu crypto à la maison avec les enfants, quoi. Gentiment, et globalement, mais voilà, je lance des petites idées, tu vois. C'est quelque chose au niveau du marché crypto qui s'apprend à la dure, certes, mais pour ceux qui s'y plongent, que ça soit quelques mois à quelques années, pour ceux qui tombent dedans et qui se prennent un peu de passion pour le sujet ensuite, parce que c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Et comme on l'a souvent dit sur la chaîne, on a beau y passer nos journées, on a l'impression de jamais en voir 10 ou 20% de la totalité de ce qu'on devrait voir, tellement il y en a. Mais globalement, c'est une découverte à la fois un peu initiatique de la finance, tout court, la cryptographie en tant que telle, le fait de comment est montée la blockchain, le bitcoin et tout ce qui s'ensuit, et sa psychologie propre de l'investisseur, de comment je réagis quand je perds de l'argent, pourquoi j'ai fait telle erreur, est-ce que je vais la refaire, et la plupart du temps, on a tendance à reporter un peu les mêmes biais et les mêmes erreurs, et il n'y a que une certaine forme de sélection que certains appelleront naturelle ou que sais-je, qui au travers de la résilience personnelle que tu vas accepter ou non de traverser comme une épreuve X ou Y de la vie de tous les jours et de te faire un peu mal au travers de ce que tu traverses, qui fera la différence derrière d'un point de vue de si tu es la personne qui arrête au bout de 6 mois parce qu'il a perdu un peu d'argent et que c'est trop dur pour lui ou pour elle, ce qui là aussi est peut-être pour certaines personnes une porte de sortie tout à fait honnête de se dire ça pèse trop sur mon moral, sur ma psychologie, je suis pas fait pour ça. Et il y en a, hein. Même en bull run, il y a des gens sur le Discord qui nous ont fait des témoignages, j'arrête tout, c'est trop dur pour moi. Et alors que tout montait. Et je veux dire, c'est une réalité, c'est la réalité dure des marchés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants en finalité. Et c'est quelque chose à prendre en considération, tout en ayant en tête la beauté de ceux qui verront le long terme, que ça soit sur la bourse ou les cryptos, où ça a tendance quand même, en tout cas pour les cryptos depuis la grosse dizaine d'années qu'elles existent, à se développer positivement. Et pour la bourse traditionnelle, on peut remonter encore beaucoup, beaucoup plus loin et voir que malgré les accidents de parcours, globalement, ça se passe aussi plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, c'était mon petit my two cents. Clairement. Est-ce qu'il y a des questions intéressantes dans le chat? Ouais, peut-être prendre deux questions et on pourra faire une update. Une update sur un des projets que j'avais évoqué. Et malheureusement, ça se passe pas toujours bien. Là, je vais parler d'Umami.
que j'avais évoqué plusieurs fois sur la chaîne en disant que c'était un projet jeune, etc. Alors le projet n'est pas mort, c'est pas un scam, mais il y a eu du rififi dans la team et l'ancien maintenant CEO a un peu claqué la porte du fait que, pour resituer le contexte pour ceux qui n'avaient pas suivi quand je l'avais évoqué, Umami, il voulait faire des vaults DeFi à destination des institutions. Donc, c'était un petit peu un mix entre de la CDFI avec du real yield, etc. Et très clairement, avec l'ambiance actuelle de régulation, c'est leur perspective un petit peu d'avenir était plus terne. Et j'ai pas tous les détails parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus que ça, mais clairement le CEO, enfin le créateur, non le CEO, a décidé de claquer la porte. Donc il a récupéré tous ses tokens de vesting, donc ça fait beaucoup de tokens, et il les a tous vendus. Donc on a eu un joli trait rouge. Il a tout vendu d'un coup en mode rien à foutre, je me casse. Donc le token est, je ne sais pas si tu peux afficher le chart, mais ça a fait un truc pas mal. Et aujourd'hui, ça vaut un tiers de ce que ça valait il y a quelques semaines, il y a 10 jours à peu près. Et en fait, la team a décidé de continuer le projet, mais du coup sans le CEO, de se réorganiser, et la DAO reprend le pouvoir sur le projet. Cependant, moi, je ne peux pas vous recommander particulièrement de rester là-dedans. Alors moi, je décide, j'avais mis le temps que j'étais prêt à perdre, donc en tant qu'investisseur, ça fait partie de mes risques, donc ça m'empêche pas de dormir la nuit. Donc je vais les garder, mais un peu comme un token comme un maillot de foot, comme une mémoire dans mon portfolio. Mais moi, clairement, je peux pas vous recommander. Alors, on fait pas de conseils en investissement, mais un achat ou de les garder. Du fait simple du fonctionnement d'Umami. Umami, c'est des vaults et il y a du staking. Et tous les premiers 2 de chaque mois, on peut unstaker ces Umami tokens et éventuellement les re-rendre liquides si on les avait stakés. Donc, il est fortement probable que ceux qui n'avaient pas unstaké avant le début de la news ou avant le début de la chute, le premier ou le 2, du coup, mars, ils unstake et ils vendent derrière. Donc, clairement, il n'y a pas vraiment à court terme. Voilà, à court terme, il n'y a pas de perspectives qui sont cool sur l'actif. C'est pas un rug pull, hein, c'est le patron qui décide de claquer la porte et de quitter l'équipe. Mais le projet continue de se développer. Donc peut-être qu'à moyen et long terme, il y aura une deuxième vie de cet actif. Mais là, très clairement, ça arrive pas souvent. Mais voilà, c'est un projet dont on vous a parlé et on l'assume, qui n'a pas fonctionné et qui aujourd'hui vaut mieux ne plus l'avoir dans le portfolio. Il vaut mieux ça quelque part que si ça s'était fait juste hack ou rug, comme tous les trucs qui se montent souvent comme ça en DeFi. La plupart du temps, enfin bref, c'est vrai que c'est toujours très difficile d'arriver à faire le tri. Après, pour moi, ça faisait partie. On n'a jamais dit que ça devait être 80% du portfolio. J'avais un pourcentage infime de mon portfolio dedans. En fait, quand on investit, on vous dit tout le temps, depuis longtemps, quand on investit dans des projets qui sont très jeunes, généralement, on vous le dit, attention, c'est jeune, etc. Pourquoi on met un tout petit pourcentage du portfolio dans ce genre de projet alors que le risque est grand? C'est parce que aussi, potentiellement, les capitalisations de ce genre de projet ne sont pas très élevées, qu'on est très early dans le projet, la team va peut-être deliver dans le futur des produits, etc. Donc, il a des potentiels de croissance. En fait, il y a une certaine symétrie, c'est jamais complètement symétrique, du risque et de la récompense potentielle. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire quand on est investisseur, c'est de mettre la maison dans ce genre d'actifs très risqués en se disant je mets 10 000 balles là-dessus parce que si ça marche, j'aurai 1 million. Alors certes, mais quand il y a 98% de chances que tu termines avec 0, c'est compliqué. Donc généralement, on met des sommes moins importantes. Et enfin, ça dépend de vos portfolios, bien sûr. Et ça fait partie des trucs où on se dit, il y a des chances que ça aille à 0. Si c'est le cas, je suis un investisseur, je suis un adulte, ça fait partie de la vie et je l'assume. Et si c'est pas le cas, tant mieux, on mettra du beurre dans les épinards à la fin de l'année.
C'est surtout globalement en termes, on va dire, d'équivalence. On avait en simultané GMX et GNS et les deux autres, ils ont extrêmement bien performé depuis quelques semaines, quelques mois. Exactement. Donc une personne même qui aurait fait un 30-30-30 sur GMX, GNS et Umami, il récupère plusieurs fois sa mise sur les deux qui ont gagné. Et même s'il y en avait deux qui défaillissent et un qui est le grand gagnant, en général, on finit par retrouver ses billes. Donc c'est vrai que dès lors qu'on part sur le côté à risque du portefeuille, comme tu dis, ben, premièrement, c'est un pourcentage infime pour mitiger ce risque-là et que ça n'ait strictement aucun impact sur le portefeuille au global. Et deuxièmement, comme d'habitude, d'essayer de, ben, quand on a 3 projets qui semblent porteurs, de faire une gestion du risque qui est tout à fait saine et équitable si on ne sait pas trop lequel risque de sortir grand vainqueur, quoi. Clairement. Ouais. Et de toute façon, il y a deux types de traders ou d'investisseurs. Il y a ceux qui parfois se prennent un gadin et ceux qui vous mentent. C'est-à-dire tout le monde se prend des gadins de temps en temps. Ouais. Et après, faut faire gaffe, hein, parce que même un truc comme GMX, je sais plus où le retrouver, mais il y a un truc, je crois, qui s'appelle Ability to Rug et tout, et il y a quand même marqué que, enfin, si vous lisez entre les lignes, que les fonds qui sont déposés, ils peuvent quand même être pris. C'est Non, pas, ça, c'est pas c'est- ça. Ça, Oui, ils en ont fait, tu vois ce que je forcé, veux dire. non, ils ont appelé la fonction. Je suis pas sûr. C'est GMX, t'es sûr? Parce que il y Je a un. crois que c'est GMX ou Non, GNS, parce mais que t'as ça dans l'AmaSwap. Non, pas dans l'AmaSwap, dans l'AMA je me Streaming, souviens plus, je me je l'ai souviens vu. plus. Et en fait, c'est une blague de développeur. En gros, c'est Panteg de Yearn qui a écrit le code et il aime Ah, bien ok. mettre des blagues comme ça. Donc chez Lama, je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle Rope Pool et c'est sûr qu'il y a pas vraiment de risque là-dessus. GMX, je suis pas au courant. Je Ouais. suis pas sûr. Ça m'étonnerait hein, sur GMX. Non, non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, ne donnez pas un blanc-seing à n'importe quel projet, et d'autant plus, comme tu disais, s'il est jeune et pas Jeune, encore et je abouti. pense que ça manque en plus encore un peu d'audit, tout ça, pour être complètement, enfin, des audits plus profonds que ce qu'ils ont peut-être déjà fait. C'est vrai que des fois, on voit certaines entités qui font des audits extrêmement light pour ne pas dire, ils donnent juste le papier manière 2. Et bah, ça, c'est complètement différent de ce que tu racontais aussi, Marc, par rapport à AV, qui, en audit, vous avez dépensé des sommes astronomiques mensuelles pour garantir la pérennité du protocole, quoi. Bah, c'est plus de 100 000 $ par mois en moyenne en audit. Sur la V3, le budget qui a été voté par la DAO et qui a été payé sur les audits, c'est 1,6 million de dollars, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est sur le forum de gouvernance d'AV. Donc oui, ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte cher sur AV? Est-ce que AV se fait arnaquer et paye beaucoup plus cher que les autres? Ou est-ce que tout le monde paye ça? C'est que, en fait, audit, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que AV, on est parmi les meilleurs clients mondiaux de boîtes d'audit comme Certora, etc. C'est que généralement, et ça vous pouvez le savoir quand vous allez dans la documentation des projets, il y a les liens des audits parce qu'ils sont fait chier à payer des dizaines de milliers de dollars, voire plus, pour les avoir, donc ils les affichent plutôt fièrement. Et généralement, au tout début, donc c'est un PDF, un audit, hein, c'est vraiment un rapport. Ils vous disent sur quoi ils ont travaillé, quel est le nombre d'ingénieurs qui ont travaillé sur la question et pendant combien de temps. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils le facturent. Et donc, plus il y a de gens qui travaillent sur la question, plus ils travaillent pendant longtemps, plus ils travaillent sur un code qui est large et un ensemble de smart contracts, plus ça coûte cher. Et vous allez voir que certains projets, leur audit, c'est un jour avec un mec. Donc, en gros, ils ont filé tiens, regarde ce contrat. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. C'est peut-être qu'un jour, ils vont trouver les grosses erreurs, mais ça va être compliqué. Ça, c'était pendant l'été de la DeFi 2020-2021. C'était certes un peu connu pour ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé des audits où ils vendaient le tampon. C'est-à-dire qu'ils vendaient une journée, ça coûtait pas cher, ça coûtait quelques milliers de dollars. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent, hein, mais c'est pas cher par rapport aux autres. Et ils faisaient des audits minimum où c'était un peu advienne que pourra.
Certic, ça s'est bien amélioré en termes de réputation. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais c'était un peu leur politique commerciale d'auditer tous les shitcoins, histoire de faire rentrer des sous à l'époque. PeckShield aussi. Non, c'était pas Certic, c'était PeckShield, pardon. PeckShield, ils étaient un peu comme ça. Le doux, quoique. Ils ont tous eu un peu leur truc. Et après, il y a des AV, si vous allez voir nos audits, généralement, c'est 4 ingénieurs sur 4 semaines. Donc, ça fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et donc, forcément, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Est-ce que ça veut dire que tout le monde devrait avoir le nombre d'audits d'AV? Ce serait un peu triste parce que tout le monde n'a pas les moyens d'AV. Et il y a bien des gens qui commencent et qui n'ont pas des millions à mettre dans les audits. Donc, il faut bien sûr mettre un peu ça dans la balance. Mais ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'un audit n'est pas égal à un audit. Il faut vraiment aller voir dans le détail et voir quelles ressources ont été déployées pour vérifier le code. Et plus il y a de ressources qui ont été déployées, moins il y a de chances qu'il y ait de problèmes dans ce code-là. Il y a Benoît qui dit « Les codes n'étaient que des copier-coller, alors pas besoin de passer des heures. » C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Mais là, du coup, l'innovation, elle était pas ouf. Et là, j'ai même vu pire. J'ai vu un gars sur Twitter qui disait que il déléguait les audits à des mecs sur Fiverr, tu vois. Parce qu'ils avaient trop de demandes, donc ils prenaient des devs comme ça à la volée. Tu vois. Oh là là. Bientôt, on aura des audits ChatGPT, je te le dis tout de suite. Ça a déjà commencé. Il y a Code4 Arena, qui est un truc plus ou moins, c'est pas décentralisé, mais qui est un peu communautaire pour de Bug Bounty. Et genre, je sais pas si c'est Code4 Arena ou un autre, mais en gros, ils ont dû publier une annonce en mode on n'en peut plus, arrêtez de nous faire des Bug Bounty avec vos trucs ChatGPT, c'est de la merde. Et je crois ils ont interdit les trucs qui viennent de ChatGPT parce que l'IA, c'est vachement bien, mais c'est pas au niveau audit de smart contract, quoi. Ouais, non. Il y a encore du boulot, quoi. Surtout que ChatGPT ne sait pas faire 2+5. Donc, Alors, ils se sont améliorés. Alors, moi, dans mon territoire, j'ai le droit d'avoir ChatGPT+. Ça me coûte $20, plus les taxes. Et donc, ça va vachement plus vite. Moi, j'ai payé. Je vous dis tout de suite, $20. Moi, j'étais prêt à payer 50. Et je m'en sers tous les jours. Et les maths, c'est pas ouf, mais c'est mieux. C'est mieux. Ils ont changé un peu l'algorithme et il est un peu moins mauvais en maths. Il connaît les 4 opérations maintenant. Ça s'améliore. Parce que moi, je peux te dire pour l'anecdote, j'ai ma fille qui est venue avec un compté bon. Je trouvais pas, il y en a une dizaine, il y en a un, j'y arrivais pas, j'ai galéré, j'ai demandé à ChatGPT. Il a fini par me mettre 50 plus 11 égale 72 et ta gueule. C'est comme ça. J'ai fait OK. D'accord. 50 plus 11, 72, ouais. Ouais, il a dit c'est comme ça. Et là, le compte est bon, Manu. Il m'a fait. J'ai fait OK, si le compte est bon, je vais pas sortir la moustache, c'est bon, vas-y. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. On a répondu à pas mal de questions et tout ça. Et voilà, c'était bien cool. Une petite heure 20 pour la reprise et toutes ces questions autour des déroulements BUSD, les stablecoins et tout ce qui va bien pour le renouveau potentiel de la DeFi qui n'en sortira que grandi suite à la régulation. Merci à tous d'avoir été là sur le chat, potentiellement ceux qu'on a oublié de saluer, qui ont donné des abos ou qui ont renouvelé en cours de route. Merci Marc et Manu d'avoir partagé donc l'émission ce soir et on se retrouve donc demain avec ce replay du côté de YouTube et mercredi pour l'émission habituelle. Avec demain, n'oubliez pas, à 14h30, le CPI, l'inflation aux États-Unis, qui risque de faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre. Ça va être, je pense, de nouveau la petite étincelle qui va réveiller tout ça. On se laisse sur des bons mots. Allez, bonne soirée à tous ciao, et à ciao. plus. Ciao, ciao. Bonne soirée.